Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour un autre rendez-vous du savoir. Regain de tension diplomatique. Le Mali, d'un temps ferme, prend des mesures drastiques afin de mettre un terme aux jeux troubles de la part de certains États, mais également de certaines organisations internationales. Malgré les multiples injonctions de la part du président ivoirien Alassane Ouattara, les autorités maliennes restent de marbre et ont affirmé qu'il s'agit de mercenaires envoyés tout simplement pour créer de troubles à l'ordre constitutionnel du pays, de l'État du Mali. Et à cet effet, une médiation togolaise va intervenir afin d'arriver à un dénouement heureux. Mali, Côte d'Ivoire, comment en arrive-t-on là? La médiation togolaise est-elle la solution? Une résolution pacifique de la situation peut-elle garantir la fin de tel incident? Un autre sujet, mesdames, messieurs, à l'ordre du jour, nous restons au Mali, mais cette fois pour parler de l'expulsion du porte-parole de la MINUSMA. Il s'agit bel et bien d'Olivier Salgado. La société civile et de nombreux panafricanistes exigent le départ des casques bleus et à cet effet, la France et ses partenaires européens. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le tour des Nations Unies, à travers la MINUSMA, de quitter le Mali? Quel rôle joue concrètement la MINUSMA? Pour en parler, des experts de haut renom. Doyen Simondé, bonsoir. Bonsoir Madame Capel, bonsoir à tous ceux qui nous ont présentés, bonsoir à tous les panafricanistes du monde entier. Un bonsoir particulier à tous le collectif panafricaniste qui sont en train de préparer l'arrivée de M. Macron au Cameroun. Aujourd'hui, Madame Capel, avec votre permission, présenter deux situations extrêmement compliquées pour le Cameroun en ce jour, parce que je pense que c'est bien de débattre les problèmes de l'Afrique, mais aussi c'est mieux de parler du problème qui nous concerne, parce que ça nous concerne au premier chef. Je parle ici d'un cas, c'est un coup de gueule, vous allez me permettre, c'est un cas d'un Camerounais qui est passé en Éthiopie depuis 2017. Monsieur Tegaku Edouard. Il était porteur de 1,309,000 $ dans ses bagages avec une autorisation de toutes les banques. Alors, ce monsieur était de passage donc en Éthiopie, par Ethiopian Airlines. Dès qu'il arrive à l'aéroport, il passe ses bagages dans les appareils qui contrôlent l'argent. On découvre l'argent, il présente tous les dossiers. Comme c'était un monsieur qui ne comprenait pas très bien l'anglais, on parle, il répond. Et à un moment, on lui dit, monsieur, on va vous retenir. On laisse partir tous les autres et on le retient. On l'envoie à l'hôtel, il passe 14 jours. Après 14 jours, on lui dit, monsieur, maintenant vous pouvez partir. Il rentre à l'aéroport. On contrôle ses bagages. Et on dit que sur lui, il a pris en Éthiopie 680 000 $. Or, ce monsieur, en venant, il avait cet argent sur lui avec toutes les déclarations. Alors, on porte plainte contre ce monsieur. Il passe dans les tribunaux. Tous les tribunaux en Éthiopie lui donnent raison. On décide donc que le tribunal demande donc qu'on doit lui restituer de l'argent. Non seulement on lui restitue pas l'argent, mais on le retient sur place sur le fallacieux prétexte qu'il avait encore de l'argent sur lui. Dès qu'on le condamne, après un autre juge prend sur lui de le condamner à combien on lui dit qu'il va payer combien de dollars parce qu'il a passé plus de temps en Éthiopie. Le monsieur tombe en sécom et il meurt. Le tribunal juge, l'ambassadeur du Cameroun en Éthiopie a mis toute la pression, on a jugé l'affaire, on a donné raison à ce monsieur Tegaku Edouard. Et jusqu'au jour où moi je vous parle, ce monsieur est mort, son corps arrive ici mercredi. Et heureusement pour nous, le gouvernement camerounais a tout fait, il a mis la pression. Les frères et les amis de Tegaku sont venus au Cameroun, ils ont vu le ministère de la Justice qui a tranché en demandant qu'on saisisse les avions de Ethiopian Airlines au Cameroun. Alors, une certaine dame, Madame Assoumou, qui est la directrice de CCA, c'est-à-dire le Cameroun Civil Authority, Cameroun Civil Aviation Authority, a tout fait, on n'a pas saisi les avions. Aujourd'hui, ce gars est mort en Éthiopie et ça nous pose des projets parce que c'est un Camerounais qui meurt comme ça pour des raisons inavouées. Et je dis encore, vraiment, c'est le lieu ici de remercier les autorités camerounais qui ont fait beaucoup d'efforts. Pour une première fois, moi, je vous le dis sincèrement, ils ont fait des efforts. Ils ont assisté ce Camerounais en Éthiopie. Ils ont même pris des décisions qu'on saisisse l'avion d'Ethiopian Airlines ici au Cameroun. Une dame qui s'est chargée de l'aviation civile a tout fait pour empêcher qu'on saisisse l'avion, même avec l'autorisation de la justice. Voilà ce qui se passe au Cameroun. Et ça, c'est une situation qu'il faut déplorer et intervenir et demander ici l'intervention des autorités camerounaises pour que la prochaine fois, avec la décision de la justice qui a été dite, qu'on saisisse
cette justice pour pouvoir dire non à cette histoire, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, Madame Capen. Et je le dis parce que ça me fait mal au cœur de voir qu'un Camerounais est mort comme ça pour rien, dans ses droits, et il n'avait aucun problème à se reprocher. Maintenant, si vous avez votre permission, je vais dire qu'il y a monsieur Macron qui vient au Cameroun. Je ne sais pas pour quelle raison il vient au Cameroun. Or, on est dans les problèmes avec ce pays qui est la France. Le collectif des panafricanistes a mis en place une structure où on aura une conférence de presse le lundi 25/7/2022 à Douala pour dénoncer la présence de ce monsieur ici, parce qu'on ne sait pas ce qu'il vient faire. Et on demande au Cameroun d'aller se mettre sur la route pour acclamer un monsieur qui, quand les chefs d'État africains vont en France, personne n'est dans la rue pour les recevoir. Moi, ça me fait très très mal de constater qu'un petit monsieur comme ça, qui emmerde les Africains, qui méprise les Africains, il fait au Cameroun. On demande au Cameroun de sortir dans la rue pour l'accueillir. L'accueillir par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il apporte au Cameroun et qu'est-ce qu'il a déjà fait pour le Cameroun? Voilà les deux trucs qui me font très très mal au cœur, Madame Capen, et j'ai voulu en parler sur ce plateau pour attirer l'attention de tous les Camerounais qui comprennent qu'on n'a rien à foutre avec la France, parce que la France, c'est le problème du Cameroun jusqu'aujourd'hui. Je te remercie pour m'avoir laissé vraiment présenter cette situation à mes frères africains. Merci pour votre disponibilité, doyen Simondé. Vous êtes écrivain, mais également promoteur du Made in Africa. Votre coup de gueule à coup sûr n'est pas arrivé dans les oreilles de Samuel. Monsieur Samuel Youmbi, bonsoir. Oui, bonsoir, Madame Céleste Capen. Je suis très heureux de revenir sur le plateau avec l'invitation qu'Afrique Média toujours vers nous, les panélistes, pour apporter cette contribution et qu'on vous retrouve toujours tout jovial, comme vous êtes toujours dans vos belles tenues. Et je suis content de voir sur le plateau M. Simondé qui est là et le panéliste de la droite que vous allez présenter. Et je dis un très grand bonjour, un très grand bonsoir, pardon, à tous les milliers et milliers des panafricains et en particulier toute cette jeunesse africaine qui, vent debout, sont en train de mériter le défi qui nous amène aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, de dire non à l'impérialisme et surtout de dire non à la déstabilisation de la souveraineté totale du grand continent africain. Et pour emboîter le pas à mon cher panéliste, pour l'arrivée de M. Emmanuel Macron, nous pensons que M. Emmanuel Macron vient dans un pays qui n'est plus ce pays qui était conquis dans le passé, mais aujourd'hui vient dans un pays où il y a une stabilité, il y a un gouvernement qui marche bien, il y a la démocratie, il y a la paix, il y a tout ce qu'il faut pour une nation émergente, et tout ce qu'il est sur cette invitation du chef de l'État, M. Paul Biya, que nous disons encore un grand merci pour sa loyauté et surtout son abnégation pour sa contribution à l'émergence de la jeunesse africaine grâce à l'information sur Afrique Média, que nous sommes tous ravis. Et nous ne pouvons que dire à M. Emmanuel Macron qu'aujourd'hui les Camerounais sont contents de le recevoir et qu'il arrive et voit que la démocratie au Cameroun, elle est respectable, elle est respectueuse. Elle ne pourra pas la servir comme on la vit dans un pays d'autant dit démocrate en France quand le chef d'État, les chefs d'État africains arrivent, en particulier le président son excellence M. Paul Biya quand il est en France, mais il va vivre le contraire de l'enseignement qu'ils ont donné aux Africains que le Cameroun va l'accueillir et les débats entre deux chefs d'État souverains vont se traduire et nous, les panélistes, nous serons là pour commenter et tirer des conclusions pour pouvoir apporter à ces milliers des Africains, milliers des panafricains, ces jeunes qui sont là, attentifs aujourd'hui, qui ne veulent que tout simplement dire à la France, nous voulons une France coopérante, une France de partage, une France diplomatique, une France respectueuse de la souveraineté de nos pays, et que, à la mesure que la souveraineté qui est le peuple souverain a besoin de dire non à certaines décisions, ils sont libres et gentils par là un coup de gueule pour dire au Parlement français, au Sénat et à l'Assemblée que il n'y a rien de mal si les Africains demandent qu'ils ne veulent plus voir l'armée française sur le territoire quand nous savons qu'ils prennent des décisions dans le Parlement pour l'Afrique,
Aujourd'hui, les Africains ne trouveront plus de mal à décider d'eux-mêmes sur les décisions qu'ils ont à prendre. Donc à vous, les parlements français et les sénateurs français, le chef d'État français sera au Cameroun, nous sommes fiers de le recevoir. Il vient en tête à tête d'une visite officielle. La démocratie sur la liberté d'expression de l'opinion et de l'homme, lui-même chef d'État, sera respectée. Et nous voulons en notre retour vous attirer votre attention qu'en ce 21e siècle, nous voulons travailler égal. Merci d'être là, Monsieur Samia Youmbi. Vous êtes analyste politique et un autre invité dans le cadre de ce programme, Monsieur André Christelle Fonga. Bonsoir. Bonsoir, Céleste Capel. Votre mine n'est pas très joyeuse, hein? Oui, parce que j'ai entendu que les Camerounais sont fiers d'accueillir Macron. Ah ouais, vraiment, je suis choqué. Je suis choqué. Ce n'est pas possible d'accueillir un bourreau, d'accueillir un criminel de cette façon. Un démon, il faut le dire. Nous avons acheté des cajots de tomates. Tout est prêt pour l'accueillir. Nous sommes prêts. Les œufs pourris, on va l'accueillir. Nous allons l'accueillir en vrai. Comme on dit chez nous au quartier, en vrai, on va t'accueillir. Mais parce qu'on ne peut pas continuer avec ce libertinage. Ce qui me désole le plus, c'est qu'on sort un communiqué officiel sur invitation du président de la République du Cameroun. Paul Biya n'était pas demandeur. Il n'a jamais été demandeur. Jamais. Paul Biya n'a pas demandé d'audience comme Macron vient au Cameroun. C'est faux. La France a forcé et continue à forcer son entrée au Cameroun. Donc, c'est inadmissible. Quand nous sortons un communiqué alambiqué, on comprend. Vondayo était directeur du cabinet civil et c'est l'ancien ambassadeur du Cameroun en France. On connaît ses acquaintances avec les Français. Mais Paul Biya n'a jamais été demandeur. Le Cameroun n'est pas demandeur d'une visite officielle de M. Macron au Cameroun. Ils ont forcé avec l'ambassadeur, faire leur programme, faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais, comme c'est un affront contre le panafricanisme, contre les panafricains, on va le recevoir. On va le recevoir comme il faut. Ça c'est clair, on va le recevoir. Parce que Monsieur là, Youmbi, on va le recevoir. Normal. Ça devient un problème. Ça devient un problème. Un problème très sérieux. Nous savons ce que M. Emmanuel Macron a manigancé. Il saura qu'il y a des Camerounais. Ça c'est clair. Il y a des Africains. Que le Cameroun n'est pas seulement le Cameroun. Le Cameroun va lui montrer que c'est le Cameroun. Donc merci de m'avoir invité pour cette émission. Et je crois que ce soir, vous avez mis des thématiques. Et c'est pour ça que vous voyez ma mine est serrée. Parce que ça ne... je ne vais pas aller de main morte. Des gens ne peuvent pas continuer à faire de notre continent un continent... Un marchepied. Un marchepied, serpillère, un continent serpillère, alors qu'ils ne valent même pas 10% de notre continent. Et on les applaudit. Non, ça ne va pas continuer comme ça. Bonsoir aux techniciens, continuez à faire votre travail. C'est dur, mais nous allons arriver. Céleste Capel, merci, courage à vous. Jeune africaine, brillant. Malgré les conditions, on continue à se battre. On va se battre jusqu'au bout, jusqu'à avoir notre liberté. Oui, ceux qui sont scotchés là, bonsoir à vous. Restez scotchés et continuez à soutenir ce combat pour que nous arrivons au bout du tunnel. On nous a promis le bout du tunnel. Nous-mêmes, nous allons forcer le bout du tunnel là, puisqu'on va arriver. Parce que la vérité, c'est que si nous, les Africains, nous ne nous mobilisons pas pour notre propre cause, parce que il n'y a qu'en Afrique qu'on va chercher, vous êtes malade en Afrique, on va chercher le médecin en Europe. Alors que vous avez la capacité de vous soigner sur place, de trouver des réponses à vos problèmes sur place. Donc, merci de m'avoir invité et bon débat à nous. Alors, on va commencer par vous. Hein. Déjà, on rappelle aux téléspectateurs que vous êtes analyste politique, mais également le directeur de publication de la dépêche de midi. Actualité oblige. La visite de Macron, vous avez fait un crochet sur ce sujet d'accueil, entre guillemets. On va maintenant s'intéresser à cette actualité, déstabilisation du Mali. Alassane Ouattara appelle à la libération des 49 mercenaires ivoiriens. Alors, monsieur André Christelle Fonga, de prime abord, quelle était la mission de ces mercenaires ivoiriens au Mali? La mission était claire. Il faut tuer Assimi Goïta. La mission est claire. Il faut créer le désordre au Mali. La mission est claire.
c'est que le Mali ne doit pas respirer l'air de la liberté. Il faut que le Mali soit dans tous les États. Il faut que le Mali soit sens dessous. Il faut que les Maliens continuent à souffrir sous le prétexte qu'ils n'ont pas voulu fonctionner selon le conseil, selon les conseils de la CEDEAO. Alors, le Mali a prouvé à la face du monde, surtout pour un pays africain, qu'on peut être souverain, on peut être libre, on peut décider soi-même de l'avenir de son pays. Et c'est ça qui énerve les soi-disant sous-préfets, qui énerve les gouverneurs, qui énerve ces larbins, qui énerve ces gens qui étaient obligés de faire référence à la métropole pour gouverner. Est-ce que je dois donner l'eau aux populations? Il faut demander à Paris. Est-ce que je dois donner l'électricité aux populations? Il faut demander à Paris. Est-ce que je dois augmenter les salaires? Il faut demander à Paris. Est-ce qu'on doit faire ceci? Il faut demander à Paris. Mais écoutez, si on continue comme ça, si le Mali prend la décision de dire que moi je ne vais plus prendre référence à la métropole, je ne vais plus me prendre des instructions à la métropole, ça devient un problème. Pourquoi vous voulez tuer Assimi Goïta? Pourquoi vous voulez déstabiliser le Mali? Pourquoi vous voulez tuer? Quand je parle pourquoi vous voulez tuer, bon, Alassane Dramane Ouattara, dis-nous pourquoi tu veux tuer Assimi Goïta. Assimi Goïta t'a fait quoi? Vous avez quel problème, Alassane? Parce que c'est quand même incroyable. Quelqu'un est là dans son pays, qu'on appelle le Mali, il dirige comme il peut, comme il pense, avec la bénédiction de son peuple. Vous vous faites des messes noires. Vous faites des messes de voir comment vous allez le déstabiliser. Comment vous allez déstabiliser le pays. Je voudrais vous faire un rappel historique. Et j'aime bien rappeler cela. Le même Alassane Ouattara nous avait dit ici, je suis du Nord, je suis musulman. C'est pour ça qu'on ne veut pas que je devienne président de la Côte d'Ivoire. Donc il faut que nos frères musulmans, il faut que nos frères du Nord le soutiennent. D'accord. Les frères musulmans l'ont soutenu, n'est-ce pas? Du Mali, du Burkina Faso, du Niger, et tout le monde l'ont soutenu. Les frères du Nord l'ont soutenu, les musulmans l'ont soutenu. Il est arrivé au pouvoir. Les personnes qui ont le plus souffert sur la mandature, ou bien qui souffrent sur la mandature d'Alassane Dramane Ouattara, c'est les musulmans et c'est les gens du Nord. Allez demander à Kimba Fori où se trouve maintenant. Ce n'était pas le bras droit de M. Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas lui qui a pris les armes pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour installer M. Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas les frères du Nord musulmans qui ont, soi-disant, sur la bannière. Il n'y a pas de musulmans au Mali. La 70% de la population malienne est musulmane. Mais est-ce que M. Alassane Dramane Ouattara n'a pas encouragé la CEDEAO à sanctionner le Mali, c'est-à-dire d'affamer, de mettre le Mali sur embargo, que les Maliens ne doivent plus manger, ils ne doivent plus vivre, donc mourir. Quand on vous ferme les frontières des relations des autres, on vous coupe. Vous savez, il y a une tradition musulmane qui est très importante, et surtout en Afrique de l'Ouest, c'est de manger dans le même plat. Ça veut dire l'unité, ça veut dire l'amour de l'autre. Mais Alassane Ouattara et ses comparses de la CEDEAO ont créé la division, c'est-à-dire le Malien n'est plus le Malien n'est plus ivoirien, le Malien n'est plus sénégalais, le Malien n'est plus nigérian, le Malien n'est plus burkinabé, n'est plus guinéen. Donc on le sépare des autres, c'est-à-dire on brise cette unité-là, on brise même le sacro-saint de la religion musulmane qui est l'amour. On a supporté ça. Mais maintenant, tu prends 49 mercenaires masqués dans leurs identités. Même chose comme on avait fait en RCA, hein, avec les mercenaires qu'on avait envoyés tuer Touadéra. Fausse identité. Les autres sont les menuisiers. Les autres sont les maçons.
Les autres sont les sociaux, alors que c'est les militaires. Et l'armement qui... Attention, il ne faut pas que les gens nous prennent pour des tonneaux vides. L'armement que ces gars portaient n'était pas pour aller sécuriser, si c'était quoi, pour un relèvement, je ne sais pas quoi, de telle société. Non, soyons sérieux. On sait que cet armement, comme on a levé les sanctions, et je l'avais averti sur votre plateau, j'avais averti les autorités maliennes sur votre plateau en leur disant, ne vous fiez pas à la levée des sanctions. Ne vous fiez pas à ça. Si vous fiez à ça, on va vous déstabiliser. La preuve en est, il y a déjà 2 tentatives, non? Ce n'est que le début. Donc, tous, ils ne vont pas s'arrêter. Nous savons que Alassane Dramane Ouattara a un agenda. D'ailleurs, vous vous rappelez des dernières causeries avec M. Boubou Cissé, de cette interview, de cet entretien qui a été enregistré, de ce qu'il parlait, de ce qu'il disait des Russes et de tous les autres. Donc, nous savons qu'il y a un agenda bien caché qui est en place, c'est que Assimi Goïta doit mourir. Mais comme Assimi Goïta a la bénédiction du peuple, a la bénédiction des Africains, il ne va pas mourir de sitôt. Donc, Alassane va réviser tes cours. Celui qui était spécialiste des coups d'État est une brebis errante actuellement. Il se balade partout dans le monde, on ne sait même pas où il se trouve. Revoyez vos cours de déstabilisation. Merci pour ce premier jet d'intervention, M. André Christel Fanga. Alors, doyen Simondé, la présence de ces mercenaires ivoiriens a suscité stupéfaction pour plusieurs. Était-ce prévisible de voir des intrus ivoiriens au Mali? Madame Capine, rien ne me surprend, d'autant plus que ça, ce sont les habitudes des valets de l'impérialisme que sont Ouattara, le Togolais, et puis bon, certains que je ne vais pas citer, pour la simple raison qu'il fallait s'y attendre. Ça m'a étonné que la France, qui a été ridiculisée, croise les bras pour attendre que les choses se passent comme ils ont. Non, ça m'a étonné. Et il faudrait savoir que l'ennemi embrasse toujours avant d'étouffer. Quand ils ont levé la sanction de leur histoire de CEDEAO, j'étais convaincu que c'était un coup très très bien préparé et que la suite, ça allait étonner personne. Mais je voudrais rappeler à M. Ouattara qu'il sache que c'est quand vous avez un moustique sur vos testicules que vous sentez qu'on ne rebat tout avec la violence. Je répète, peut-être il ne comprend pas. C'est quand vous avez un moustique sur les testicules que vous vous rendez compte qu'on ne peut pas tout résoudre par la violence, parce que ce que M. Ouattara est en train de faire aujourd'hui, il va payer très très cher. On ne s'attaque pas à un peuple souverain comme il est en train de le faire contre le Mali. C'est pas normal. On peut comprendre un pays noir, un pays africain, qui s'attaque, qui travaille avec les occidentaux, les impérialistes, pour s'attaquer à un pays comme le Mali, un pays africain, qu'il était censé défendre. Et il se met avec les autres, que je ne vais pas citer parce que c'est une honte pour les Africains, de voir qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est un pays voisin du Mali, au lieu de se mettre ensemble avec les autres pour protéger le Mali, pour leur souveraineté, ils sont les premiers à chercher à aller déstabiliser. C'est une honte. Je pense que les Ivoiriens devraient se mettre ensemble pour chasser ce monsieur à la tête de la Côte d'Ivoire. Pour le chasser. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'un monsieur comme ça soit à la tête d'un État africain. C'est une honte. C'est une honte. Et quand j'entends dire que la CEDEAO, mais ça la CEDEAO, c'est de la connerie. C'est la France qui est derrière la CEDEAO. La CEDEAO ne prend aucune décision. La preuve, un jour, M. Macron a prétendu qu'il est surpris d'entendre la décision de la CEDEAO. Mais il est surpris et pourtant c'est celui qui est à la base de tout ça. Il faudrait qu'on se dise une chose. Il est temps que les Africains se mettent ensemble pour commencer à dire on ne veut plus la France dans aucun pays africain. Parce que quand on prend le bilan de la MINUSMA, de n'importe quelle structure de l'ONU, le bilan est nul. Il n'y a pas un seul pays où ces gens ont intervenu et il y a eu la paix. Aucun pays. Sinon, qu'on me cite un seul. Donc, il est temps que les Africains se mettent ensemble pour dire non et non et non. On ne veut plus de ces histoires-là. Et c'est ici le lieu de saluer le gouvernement malien et le peuple malien qui sont dans une position, je dis, idéale. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu en Afrique où ils prennent des décisions qui arrangent tous les Africains nationaux patriotes. Parce que je dis encore, le président Assimi Goïta, c'est Dieu qui l'a envoyé au Mali. Et il l'a envoyé au Mali pour servir d'exemple à tous les Africains, à tous les chefs d'État africains qui devaient copier l'exemple de ce monsieur qui est en train de poser des actes très très importants pour la libération totale de la flamme. C'est lieu ici de saluer vraiment tous les Maliens. Et je veux dire que
les pays comme le Burkina qui sont à côté, la Guinée, Conakry qui sont en train de suivre un peu, et même le Niger qui tente un peu, et même le Sénégal qui sont en train de tout faire pour se rapprocher un peu et arracher enfin leur souveraineté. Je dis encore, courage à vous. Insister, ça va aller. Mais il faut écarter complètement toute relation diplomatique avec un monsieur qu'on appelle Ouattara, parce que c'est pour moi vraiment, comme excuse, c'est pas un monsieur avec qui il faut coopérer dans aucun pays. Je dis dans tous les pays africains. On devrait même le rejeter dans tous les pays africains. N'aime pas le recevoir. Pour quelque raison que ce soit. Parce que c'est un monsieur, là où il met les pieds, les militaires français le suivent. Les mercenaires français le suivent. Donc, il est là pour ouvrir la voie aux militaires français qui va déstabiliser les pays africains. Il est temps qu'on dise non, et non, et non, et non. On n'en veut plus. Et on ne peut pas attendre que celui qui a allumé le feu vienne vous dire qu'il va éteindre. Parce que les pompiers pyromanes, on les connaît assez. Et on ne veut plus de ça en Afrique. Il faut qu'on mette un terme à cette histoire, à cette coopération inutile qui engage des pays africains dans des luttes inutiles, parce qu'on n'a pas les moyens de payer les armes. Au lieu qu'on trouve des armes pour se développer, il faut que les gens nous emmènent avec des armes pour qu'on s'entretue. Il est temps qu'on mette un terme à cette histoire, Madame Capel. Voilà tout ce que je peux dire pour un premier jet. Merci pour cette première intervention, doyen Simondé. Alors, Monsieur Samé Youndi, comment en arrive-t-on là? Nous avons tout simplement, aujourd'hui, la jeunesse africaine aujourd'hui a pris acte depuis l'élection qui s'est passée en Côte d'Ivoire en 2011, l'assassinat du colonel Muammar Kadhafi, et la conscience panafricaine de cette jeunesse se retrouve face à cette décision pas démocratique, mais de brutalité, comme on a pu faire partie le président Gbagbo en Côte d'Ivoire, comment on a pu assassiner le président Kadhafi, comment on a pu mettre au Mali certains valets, soi-disant des chefs d'État, sur des coups d'État insensés. Aujourd'hui, nous avons la réalité, et avec l'assassinat du grand maréchal Déby, Idno Déby, nous avons la réalité qu'en face, les chefs d'État africains doivent comprendre une leçon sur ce qui se trouve en flagrant délit aujourd'hui au Mali, que les valets sont ceux-là que la France, nous devons le dire, utilise et les rejette à la poubelle quand ils veulent, comme ils le veulent. Aujourd'hui, le premier valet de la France qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, que nous sommes fiers, nous pouvons le dire aujourd'hui, vu les actes et les comportements du président M. Alassane Ouattara, qui est là, et que dans ses manières à l'égard du peuple malien qui est voisin, dont l'économie ivoirienne dépend du Mali, l'économie du Mali dépend de la Côte d'Ivoire, il a eu à avoir des comportements pas vraiment respectables et souverains. Tout simplement parce qu'il était un valet, donc à la merci de la France, à la merci particulièrement du président français, M. Emmanuel Macron, qui a tout fait en le boostant pour pouvoir s'introduire dans les problèmes internes et déstabiliser par le biais de la CEDEAO le Mali, donc grâce à la souveraineté de la jeunesse malienne, parce que le président Assimi Goïta, c'est un jeune, tous sont jeunes, tous ces 5 colonels qui aujourd'hui, des bras d'une main de fer, sont en train de remettre sur la table la copie de l'indépendance par la France au Mali et dans les grands continents africains, qui ont vu venir M. Alassane Ouattara et qui ont mis des mesures réganiennes pour pouvoir empêcher un conflit entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais M. Alassane Ouattara a toujours persévéré jusqu'à ce qu'il se retrouve lâché comme dans la poubelle de l'histoire de l'Afrique par cette même France, dont, croyant se faire sauver par les Nations Unies, il a compris que la France l'avait lâché, car c'est seule la France qui représentait jusqu'à nos jours encore auprès des Nations Unies les pays du grand continent, du précaré français, que l'ONU a démenti par rapport à ces déclarations, dont il se retrouve aujourd'hui lâché. Donc, ces chefs d'État africains, vous devez le comprendre maintenant, que vous êtes
tous que des papiers hygiéniques. Vous avez la responsabilité morale et intellectuelle de voir le bel exemple qui est en train de se faire par une jeunesse panafricaine aujourd'hui, une jeunesse montante qui est l'exemple du colonel Assimi Goïta au Mali, du président Touadéra en Centrafrique et tant d'autres, pour ne pas dire le grand patriarche camerounais, monsieur son Excellence, monsieur Paul Biya, et en Guinée équatoriale et au Congo, et ainsi par là, car l'exemple que monsieur Ouattara a apporté en envoyant les 49 mercenaires ivoiriens au Mali était préparé et prémédité. Ça n'a pas fallu quelques jours que nous voyons comment on a failli assassiner le président Assimi Goïta par des terroristes qui venaient du désert pour arriver à Kati, dont ces 49 mercenaires qui rentraient dans la ville devaient être ceux qui devaient déstabiliser de l'intérieur. Aujourd'hui, la réponse est devant nous de voir que la France, sortant du Mali avec l'amunissement que nous ne voulons plus et que les Maliens ont dit non, avec la force Balkan qui est partie et la force Takuba, il manquait tout simplement un seul joueur qui est resté, qui garde aujourd'hui dans ses casernes les mercenaires français et ceux qui sont allés, qui sont aux 3 frontières du Niger, qui sont là-bas, tout simplement parce que la France est en train de sentir que sortir du Mali, le Mali n'est pas le Niger, mais sortir du Mali, c'est avoir perdu. Et elle a perdu déjà parce que le Mali a une feuille de route, comme je l'ai dit sur ce plateau. Le Mali n'attend plus rien de la CEDEAO, le Mali n'attend plus rien de la France, le Mali, il est ouvert au monde de demain et le Mali se construit aujourd'hui par rapport au monde de demain et le monde de demain c'est un monde émergent. Le monde de demain c'est un monde souverain où les accords sont liés par des traités entre pays amis et aujourd'hui M. Alassane Ouattara avec tout ce qu'il a mijoté se retrouve tout simplement que les sanctions qu'ils ont imposées sur le Mali, sur la procuration de la France, de M. Emmanuel Macron, qui va arriver bientôt au Cameroun, que les sanctions levées sur le Mali n'étaient qu'un leurre, car le Mali n'attendait plus ça, parce que vous savez, c'est ce que nous avons appris comme leçon sur la Grande Russie, que plus il y a des sanctions, plus vous devez trouver l'alternative pour pouvoir faire ce qu'on vous prive. Et le Mali s'est construit comme ça. Donc aujourd'hui, c'est attirer aujourd'hui au peuple, à la jeunesse ivoirienne, de prendre acte. Parce que les 49 mercenaires qui sont au Mali pouvaient dégénérer par une guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que cette jeunesse ivoirienne aujourd'hui devait s'attendre? Ça devait être une désunion entre ces deux peuples qui sont liés par des cultures du Nord, Sikasso, pour entrer au Mali et jusqu'au centre, jusqu'à dans la capitale, où ces deux cultures vivent ensemble à cause d'un seul homme. Nous aujourd'hui, panafricains, jeunesse africaine, nous ne pouvons pas voir ceci et laisser passer sans interpeller M. Alassane Ouattara, qui est lâché aujourd'hui dans l'histoire, dans la poubelle de l'histoire, dans les actes qu'il a voulu faire au Mali, et que grâce au courage des femmes du Mali, ils ont intercepté cette attaque au quartier général où vit M. Assimi Goïta, dont les Maliens sont en train de démontrer encore en interpellant les pays voisins. Nous devons être soudés ensemble. Nous devons être vrais. Nous devons nous dire des vérités, car aujourd'hui, nous devons construire notre histoire, nous les jeunes. Le président togolais, il est jeune, il n'a pas 80 ans. Même s'il avait 80 ans, il devait réagir à son âge. Donc ceux à 80 ans qui ne peuvent pas réagir, pour donner l'opportunité à une jeunesse d'émerger, pour donner la possibilité à la souveraineté de la jeunesse, nous sommes en train de nous rendre en face tout simplement, d'interpeller et d'indexer tous ces valets qu'aujourd'hui,
la jeunesse panafricaine, la jeunesse africaine qui est mobilisée doit contenir cette mobilisation contre ces chefs d'État qui ne veulent pas nous donner en ce 21e siècle la possibilité de combattre, à arracher cette souveraineté, cette dignité que nous voulons. Donc au Mali aujourd'hui, nous sommes face à l'histoire moderne. Nous sommes face à l'histoire moderne du monde, en particulier en Afrique, pour dire c'est nous les Africains qui sommes en train de l'écrire. Tous ceux qui vont aller à l'encontre de notre écriture moderne, nous le dirons non. Et le Mali, par le biais du peuple malien, par le biais du panafricain, par le biais de cette jeunesse dont le président Assimi Goïta et tout son gouvernement sont en train de refléter, comme nous voyons son ministre des Affaires étrangères, qui démontre quelque part que la diplomatie qui est réelle, qui est effective dans le monde doit avoir une respectabilité. Voilà pourquoi, dans mes premiers propos ici, ce qui s'est passé en France, comme je l'ai dit, s'il y a eu des ratatouilles là-bas auprès de certains chefs d'État africains, mais aussi ici au Cameroun, ici en Afrique, nous allons donner cette leçon à M. Emmanuel Macron qui serait bien accueilli. Mais pour dire aujourd'hui, il sera accueilli, mais au Mali, le double jeu qu'il est en train de faire, qu'il arrive aujourd'hui au Cameroun et ayant même pas eu l'occasion de condamner cette attente, ces terroristes qui ont failli à la vie de M. Assimi Goïta. Et c'est pour la deuxième ou la troisième fois, nous trouvons tout simplement que M. Emmanuel Macron est en train de faire un sale boulot. Et ce sale jeu, nous pensons tout simplement que nous sommes à cette trousse. Et le moment venu, il sera lâché aussi par le pays qui les soutient, qui est les États-Unis, tout simplement parce que l'Europe n'est pas en train de comprendre les enjeux. Aujourd'hui, ces enjeux qui sont là, l'Europe doit trouver sa souveraineté pour pouvoir rentrer à une collaboration donnant, vrai avec l'Afrique. Et si M. Emmanuel Macron veut continuer à ce jeu, le Mali l'interpelle pour lui dire aujourd'hui, on ne peut plus nous déstabiliser. Et même les pays voisins qui sont à côté ne peuvent pas nous déstabiliser. À vous, M. Alassane Ouattara, trouvez les voies et moyens pour que vous trouviez une issue qui serait favorable pour la stabilité de la jeunesse ivoirienne avec la jeunesse malienne et des pays aux alentours, et que enfin vous sachiez que les populations africaines ont trouvé en vous un mauvais exemple, et ce mauvais exemple que nous trouvons en vous, c'est sur la diplomatie et sur la conquête de l'histoire de l'Afrique que nous sommes en train de vivre, que nous nous battons pour sauver la Côte d'Ivoire, pour sauver le Cameroun, pour sauver le Tchad, pour sauver tous les précarés français, mais vous vous battez avec certains d'autres chefs d'État pour pouvoir nous ramener en arrière. Nous ne pouvons pas l'accepter, avec tout le respect que nous avons pour le président M. Alassane Ouattara. Nous n'avons rien avec l'individu, mais nous avons tout un problème avec l'homme qui représente les institutions ivoiriennes par rapport au pouvoir qu'il incarne. Et nous disons non à ça, mais le Mali aujourd'hui vient nous mettre en flagrant délit parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons vu comment M. Alassane Ouattara s'est impliqué négativement pour déstabiliser avec des voices et des vidéos que nous avons entendues. Comment M. Alassane Ouattara se prêtait à un sale jeu. Et aujourd'hui, nous pouvons tout simplement dire, Mme Céleste Capen, que ce qui se passe au Mali, c'est le résultat de la détermination de cette jeunesse qui est en train de créer une nouvelle, une page moderne de l'histoire de ce 21e siècle. Alors, ambassadeur François Bikoro, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Super bien, et vous? Chaque fois que je voudrais me fâcher, et que je vous regarde, je pense à la personne qui vous a donné le prénom de Céleste. Et je me dis que les Africains, dans tout ce qu'ils posent comme acte, il y a une prémonition. Qui lui imaginait il y a cela 25 ans que vous serez assis aujourd'hui au promontoire d'un jugement de l'histoire. L'histoire entre les Africains et les Occidentaux. Qui lui imaginait qu'à votre âge, vous allez vivre les atrocités que on ne vivait pas, on vivait en son temps, mais qu'on ne voyait pas. Mais qui allait imaginer quand votre père vous donne le nom de Céleste, que vous serez cette jeune fille dynamique, intelligente, qui montera à face du monde ce que les gens qui ont vécu au temps de Ouniobé n'ont pas pu voir. Quand le tirailleur sénégalais est allé sauver la France, sauver l'Europe,
sauver l'Occident. Dans ce qu'ils ont appelé Première et Deuxième Guerre mondiale. Vous savez que la Première et la Deuxième Guerre mondiale, en réalité, on doit l'appeler la guerre occidentale. Mais en ce temps-là, vous n'étiez pas encore né. Votre père n'avait pas imaginé que c'est vous qui allez aider les Africains à comprendre réellement ce qui se passe. Aujourd'hui, rien ne se cache plus, à condition que vous soyez dans la connaissance des jeux et des enjeux qui concourent à la matérialisation de la gouvernance mondiale. Pour qu'on comprenne bien la situation du Mali, ma chère Céleste Capet, il faut interroger l'environnement dans lequel se trouve le Mali aujourd'hui et surtout les personnages en présence. Je vous avais dit ici en son temps que l'histoire a ceci de particulier qu'elle ne s'arrête pas, mais elle bégaye. Des gens qui ont vécu longtemps dans les égouts, les blocs de glace, ont réussi l'extraordinaire d'arrêter la marche du monde 2 fois. Vous voyez que je suis d'avis avec Sarkozy, Obama, et dans une moindre mesure, son Excellence Emmanuel Macron, que l'Afrique n'est pas prête à entrer dans l'histoire. Parce que l'Afrique, c'est l'histoire. C'est pour cela que j'efface. Parce que vous n'avez pas vécu ça, M. Emmanuel Macron ne l'a pas vécu. Ah, tiens, Choguel ne l'a pas vécu. Assimi Ngouta ne l'a pas vécu. Le président qui est au Burkina Faso, il s'appelle comment? Je peux oublier son nom. Il ne l'a pas vécu. Celui qui est en Guinée-Conakry, il ne l'a pas vécu. Thomas Isidore Sankara ne l'a pas vécu. Donc, logiquement, on se serait attendu que cette génération ait des comportements qui effacent les atrocités de l'histoire. Nous avons pris pour engagement qu'on veut oublier les millions de morts déportés, les millions de morts mis en esclavage, les millions de morts par toutes les guerres qu'on a fait en place, les guerres de libération, les coups d'État. On a dit notre génération, ça ne nous concerne pas. Mais comment pouvons-nous oublier que le monde bouge aujourd'hui? Parce que au Mali, je crois qu'il est né en 86, je peux me tromper, Assimi Ngouta. Vous allez voir que leurs âges, 86, 80, 83, je crois. Bref, c'est des gens qui ont vécu la même histoire, mais qui n'est pas l'histoire dont vous et moi, on se partage, mais on ne se comprend pas. Ce que je voudrais dire, c'est qu'un jour, on nous a bassiné les oreilles que la démocratie, c'est quand un père n'est pas remplacé par le fils. On nous a dit la démocratie, elle est bonne lorsqu'un opposant remplace un type qui est au pouvoir. On nous a dit que la démocratie, c'est que dès que 3 personnes dans un bar ne s'entendent pas sur le prix de la bière, le président doit démissionner. C'est ce type de démocratie dans laquelle le Mali est entré dans l'histoire contemporaine et moderne. Si vous allez dans Google en convoquant la bonne démocratie, qui consiste à changer de chef d'État chaque 10 minutes, vous allez constater que le Mali, dans le Guinness Book Record, est le pays qui a le plus respecté la démocratie type occidentale. C'est-à-dire remplacement automatique des chefs d'État à tout moment de la journée dès que 3 personnes dans un bar se fâchent. Ce que vous, Céleste, vous avez pu permettre aux Africains de comprendre, c'est que les 3 personnes qui se fâchent dans le bar, sont-ils des Maliens? Un garçon qui est content d'avoir eu un doctorat en connaissance de Babel, est-il un Malien? Et c'est là que j'allais convoquer que le président malien actuel, il ne convoque pas De Gaulle, parce qu'il a fait l'académie militaire de Moscou. Voilà comment le monde change. Le monde change dans l'interconnexion, l'interpénétration des intérêts. Et je reviens à un ancrage important que je ne cesserai jamais de rappeler, pour que vous compreniez très bien que le problème du Mali n'est pas Alassane Dramane Ouattara. Le problème du Mali n'est pas Choguel. Le problème du Mali n'est pas Assimi Ngouta. Le problème du Mali, c'est le travail que vous avez commencé à Afrique Média depuis 15 ans. Et comme les autres ont minimisé, quand vous pouvez appeler Simon D aboyeur, c'est la même manière où on avait dit en son temps, si on te gifle la main à la joue gauche, il faut donner la joue droite. On ne savait pas que là où on avait écrit, si on te gifle à gauche, il faut donner à droite, quelqu'un va gifler quelqu'un. On est en train d'attendre qu'il donne la joue, l'autre joue, puisque c'est ça qui a pris. Vous voyez que je parle maintenant du livre judéo-chrétien qu'on appelle
la Bible. On a expliqué à certaines personnes que le fait de faire des petites guerres pour aller mettre le front au sol hors de l'Afrique vous amène à la bouddhéité, à la rencontre de Dieu céleste. Vous voyez que je reviens encore sur vous. Et puis on découvre qu'en réalité, les seules personnes prêtes à le faire, ce sont les Africains. Et vous comprenez donc que ce que nous subissons aujourd'hui, c'est la querelle entre les arabo-musulmans et les judéo-chrétiens. Nous ne sommes ni arabo-musulmans, ni judéo-chrétiens. En 1958, lorsque Ahmed Sékou Touré, convoquant sous l'arbre le rapport fait par le Tinarien sénégalais, que le type qu'on appelle européen, man, il vole, il pille, mais surtout qu'il a peur. Il ne peut plus donc être considéré comme Dieu. Nuitamment, les gens se réassoient très rapidement et vous octroient des indépendances et vous avez oublié qu'il y a une personne qui avait dit non au très géant général de Gaulle. Tiens, il paraît qu'il était militaire. Il paraît que ce n'est pas bon que les militaires soient à la tête des États lorsqu'il y a crise. Le général de Gaulle prend la France, embrigadé par l'imbécilité internationale, au moment où la France est en lambeaux. On appelle ça le nazisme, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il est venu ici en Afrique dire, mes frères, oui, j'ai fait l'esclavage, oui, ils m'ont forcé à faire la déportation, oui, je n'ai pas dit que le tyran sénégalais, bon, je vous demande de venir m'aider à se libérer. L'appel d'Alger. Vous avez souvenance. Après l'appel de Angleterre, c'est quoi la... Non, il y a eu un premier appel à la radio en Angleterre. Oui. Et il y a eu un deuxième appel en Alger, c'est là que tout part. On se serait donc attendu que lorsque le frère vous dit, avant 1960, vous m'avez tellement aidé à ne pas tomber sous le coup du nazisme que je vais vous protéger. L'Europe a pris l'engagement de protéger les États-nations qui naissent en Afrique, en lambeaux avec la conférence de Brazzaville, la conférence de Berlin. C'est l'Europe. C'est les Occidentaux qui ont dit, on va vous protéger pour que vous ne viviez pas ce que nous avons vécu avec Hitler. Il paraît que Hitler, c'est le bonhomme qui avait compris que pour que le monde soit en paix, il aurait fallu que l'on élimine la nation juive, judéo-chrétienne. Il n'en a touché que quelques 6 millions, il paraît. 6 millions. Je ne sais pas, on a dit qu'il a tué 6 millions de juifs. Vous allez constater, ma chère sœur, que quel que soit ce que les juifs font, aucun coq ne peut croire en Europe. Parce qu'ils payent le prix de ce qu'ils ont fait comme martyrs à un peuple qui ne demandait pas à le subir. C'est pour cela que nous avons accepté, notamment sans électricité, de signer les accords de défense. Pour que les excavations de ce qui va partir d'Europe, et même s'étant dit que à Yalta que non, maintenant on ne se guerroie plus, il ne faut pas que le monde découvre que nous sommes des barbares, on va souvent le faire ailleurs, mais attention, si j'ai déjà signé un accord de coopération avec tel, n'allez pas le toucher. J'ai fait ce parcours pour que vous compreniez la position d'Assimi Ngouta. Assimi Ngouta n'a pas dit qu'il guerroie Emmanuel Macron. Quand vous avez commencé à conscientiser, à informer et à communiquer pour la dignité africaine, vous ne pouvez pas être surpris que des jeunes de votre âge aient compris le message. Assimi Ngouta se rend donc compte. 1. Les Nations Unies, qui étaient la société des nations, qui ont connu une mutation pour sauver l'Occident, que ces Nations Unies ne sauvent pas l'Afrique. La MINUSMA, je crois que c'est une quinzaine de milliers de soldats, présents au Mali depuis 13 ans, je crois. Je peux me tromper. Assimi Ngouta dit, ça fait 13 ans que vous êtes là, le pays était entier, le pays est resté un tiers. C'est mathématique. C'est mathématique. N'allez pas chercher Ouattara. Commençons par expliquer aux gens qu'Assimi Ngouta c'est le laboratoire de prise de conscience de l'Afrique et des Africains. De la jeunesse. On dit non, il faut renforcer par Barkhane. Barkhane fait partie des pays des Nations Unies.
Comment on peut mettre un Barkhane et l'Union européenne et les Nations Unies? Qu'est-ce qu'on appelle Organisation des Nations Unies, ma chère sœur? C'est l'ensemble des 187 pays qui se sont dit que là, chaque fois qu'un pays a un problème quelque part, hein, on y va tous ensemble, les multiples nationalités vont rappeler aux autres la photographie d'un monde uni. D'où vient-il qu'il y ait un Barkhane? Un coup, l'autre qui était au Tchad s'appelait comment là? Les trucs des Français là, comment on appelle ça? Il y a des trucs qui viennent souvent. Oui. Voilà. C'est dans ce sens donc. Deuxième halte contemporaine, c'est l'Ukraine. Vous voyez qu'on leur a parlé de Gbagbo. Vous ne pouvez pas créer la CPI, rien que pour juger Gbagbo à l'occasion d'une armée qui allait mettre un chef d'État. On a oublié, on a dit tout ça, c'est bon. La Côte d'Ivoire a repris le chemin de la sérénité, on a oublié. Nous préférons donc rester sur ça. Lorsque la guerre de l'Ukraine déclenche, des gens qui nous ont dit qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'au moment où je vous parle, la ministre, elle a des problèmes d'argent. Et puis on découvre les milliards, des milliards, des milliards, des milliards de dollars qui s'amoncellent à la porte de l'Ukraine. Alors le petit dit, si tu ne peux pas tirer les leçons de ce qui t'arrive, c'est que tu dois te saborder. Assimi Goïta n'est pas contre les Nations Unies. Assimi Goïta n'est pas contre la France. Assimi Goïta n'est pas contre l'Union Européenne. Assimi Goïta n'est contre personne. Il constate seulement, comme vous avez constaté en son temps, que quand RFI parle de Paul Biya, quand il parle de Laurent Gbagbo, quand il parle de Biangema le pauvre, et bientôt depuis un certain temps, quand il parle du président centrafricain, c'est comme si c'était un type qu'on a ramassé à la poubelle. Des gens qui représentent 400 millions de citoyens. C'est pour cela que les enfants ont dit, peut-être que ce qu'Afrique Média disait là était vrai. Vous savez que le problème que nous avons en Afrique, c'est qu'on les a tellement mis la judéo-chrétienté que tant qu'ils n'ont pas vu le monsieur est fabriqué qu'on a mis dans la Bible qu'on appelle Thomas, ils ne croient pas. Quand les bandits de grand chemin sortaient vivants des multiples bombes qu'on a mis sur la Libye, autant de, je crois ça, le président français s'appelait Nicolas Sarkozy de Boxa. Personne ne s'est posé la question comment avec autant de bombes qu'on a largué sur la Libye. Il n'y a que les Libyens qui mouraient, les gars là ne mouraient pas. C'est comme si quelqu'un leur disait, on va larguer les rafales de main écartées. Les gars sont sortis lourdement armés de la Libye. Et le président bombardé, plus grand démocrate au monde, le général Amadou Toumani Touré, j'espère qu'il est encore vivant, avait dit à la face du monde, je fais quoi de ces hordes de bandits armés? Parce que les villageois voyaient les billets verts, ils croyaient que c'était des emballages, ils n'avaient jamais vu le dollar. Les gars avaient tellement de dollars, tellement, ils passaient, les Nations Unies disent il faut laisser. Ils sont donc allés s'installer où? Au nord du Mali. Assimi Goïta, que vous entendez là, ayant fait des études militaires en Russie, était à la tête d'un bataillon pour aller renforcer Barkhane et la MINUSMA. Qui venait le sauver. Pour aller renforcer, puisque les accords avec MINUSMA, on ne le dit jamais assez, disent que MINUSMA vient renforcer l'armée malienne dans la sécurisation des biens et des personnes. Mais ils mettent virgule, pas le terrorisme. Reprenons la phrase. La MINUSMA a pour rôle de venir renforcer l'armée malienne dans la sécurisation des biens et des personnes, mais ne s'occupe pas de la lutte contre le terrorisme. Qui met en danger la sécurisation des biens et des personnes au Mali? C'est le terroriste. Vous ne pouvez donc pas. Vous savez, à l'époque, le Tchad n'était pas là, le Corée n'avait pas la télévision, n'avait pas le WhatsApp et tout ça là. Donc, Assimi Goïta, quand je dis Assimi Goïta, c'est vous, Céleste. Oui. Parce que moi, je ne parle que des jeunes, je suis un adulte. Assimi Goïta, c'est vous, c'est Afrique Média, c'est tous les gens qui disent qu'il faut que les peuples soient égaux, qu'ils se respectent. Oui. Les gars se rendent compte que chaque jour que Dieu a créé, ça évalue. Mais il y a plus grave. Quand ils interrogent le ministre des Finances, qui a été élu dans la ville de Bamako, alors que tout le reste du pays était en danger, ce qui n'est pas mauvais, le ministre des Finances dit que ça leur coûte 1 milliard par jour. Il dit, mais comment? Quand c'est l'Ukraine,
attend 10 milliards de dollars pour le riz, 10 milliards de dollars pour les cigarettes, 10 milliards de dollars pour les téléphones, 10 milliards. Mais quand c'est chez nous, donc, toute la guerre qu'on faisait là, c'était nous qui payons. Le président dit que c'est quand vous m'insultez à la télévision là, c'est nous qui payons. Le gars dit bon, nous arrêtons dans la coopération. Nous revoyons. Vous vous souvenez à l'époque, Choguel avait demandé à la MINUSMA que pardon, comme ils sont en train d'arriver à Bamako, laissez les histoires de sécuriser avec les policiers qui essaient d'arriver à Bamako. Venez nous donner un renfort pendant que Barkhane regarde l'air. Mais Barkhane était revenu au sol. C'est pour cela que je vous dis, la situation qui a lieu au Mali, c'est la situation qui a lieu au Sénégal, c'est la situation qui a lieu au Cameroun, c'est la situation qui a lieu dans tous les pays africains qui aujourd'hui sont au contingentement de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Aller à gauche ou aller à droite. Nous, dans ce débat, nous devons simplement rappeler aux Africains que chaque parole que nous prononçons doit aller dans le sens de renforcer, non pas le sentiment anti-européen, mais le sentiment du retour de la dignité de l'être africain, qu'il soit blanc ou qu'il soit noir. Il faudrait qu'à l'issue de la guerre de l'Ukraine, qu'on se rende à l'évidence que personne n'a jamais concouru au développement de l'autre. Vous voyez que je n'ai pas parlé de la condescendance de ceux qui disent qu'ils ont une race supérieure et que les autres sont des races inférieures, parce que je viens de convoquer tout à l'heure la race aryenne. Parce qu'entre eux, il y a déjà les races supérieures et les races inférieures. Nous, on ne peut pas tomber dans ces choses. J'ai aimé quand quelqu'un a dit là que nous allons recevoir le tout-puissant président de la France, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Nous n'allons pas faire comme certains veulent qu'on tombe dans le piège, que quelqu'un ramasse vos habits. Simon, c'est toi qui m'avais appris ça. Quand vous vous lavez à la rivière, parce que nous on se lave à la rivière. Toujours. Si un fou ramasse tes habits, tu ne peux pas te lever avec les attributs dont Dieu t'a pourvu pour aller chercher à attraper le fou. Ce n'est pas parce que quand Paul Biya allait en France, qu'on a laissé que les enfants lui envoient la poudre aux yeux, qu'on le bouscule, qu'on le tape, que nous on va faire la même chose. Nous allons montrer comment on gère les relations entre les êtres humains. Nous demandons simplement, nous demandons simplement, pour le cas du Mali, que ceux qui croient que c'est des blagues comprennent que c'est un combat pour toute l'Afrique. Je n'ai pas dit un combat contre les Occidentaux. C'est un combat pour toute l'Afrique. Les Maliens ne demandent pas que les Blancs partent. Parce qu'il y a les morts qui sont Maliens et ils sont Blancs. Les Maliens disent qu'ils veulent participer activement à la sécurisation de leur territoire, au retour de la paix et surtout être en bon terme avec l'ensemble des pays. Vous avez vu quand la CEDEAO, et je termine par là parce qu'on n'a pas assez parlé de ça, lorsque la CEDEAO, forcée par les milliers de tonnes de blé que la Russie a envoyé au Mali, ça on ne vous a pas dit, la CEDEAO ouvre les sanctions parce que la famine, vous avez le nombre de camions, double, comment on appelle ça quand c'est deux trucs là, semi-remorques. Oui, le nombre de camions remplis de blé, parce que dans la sous-région Afrique occidentale, les gens mangent beaucoup le blé, le sucre, je crois qu'il y a encore quelque chose là. Parce que les gars étaient dos au mur et ils ont entendu que le Mali a reçu une réserve de blé. Donc le Mali a joué son rôle. Celui d'empêcher que la sécurité alimentaire ne vienne en rajouter à l'insécurité militaire dont les pays de la sous-région souffrent en Afrique de l'Ouest. Donc M. Alassane Dramane Ouattara, je crois qu'il ne faut pas trop le traumatiser. Parce que si on le traumatise trop, on va tomber dans le piège de laisser un frère dont tout le monde sait qu'il n'avait pas la capacité de comprendre qu'il peut se libérer du jour dans lequel il se trouve. Je crois que c'est le même pays qui avait créé une monnaie. La monnaie s'appelait Eco-CFA. Eco-CFA, je ne sais pas. Eco. Un matin, comme on avait vu Hollande se lever à Bamako, Koutia, jusqu'à ce qu'on a poussé, on a appris qu'il y a une nouvelle monnaie qui est née qui s'appelle Eco-CFA. C'est dans ce sens que je pense qu'on peut continuer à dire aux Maliens que le Mali c'est l'Afrique. Nous sommes ensemble. Je sais que le président Alassane Dramane Ouattara est dans la pression. Je ne voudrais pas m'appesantir sur la pression parce que moi je sais qu'il n'y a pas de pression. Mais vous vous souvenez de l'hôtel du Golfe. L'hôtel du Golfe, ce n'était pas à Paris. C'était, je crois que c'était en Côte d'Ivoire. Alors vous ne pouvez pas oublier cela.
Vous savez que l'hôtel du Golfe a beaucoup aidé à quelqu'un à être président de la République, ce n'est pas vous que je vais l'apprendre. Alors pourquoi vous voulez aujourd'hui qu'on oublie l'essentiel qui est de reformater les relations entre l'Afrique et ses partenaires, l'essentiel qui est de permettre à l'Afrique d'avoir un multipartenariat dont les autres convoquent, mais dont tu nous refuses ici, c'est de ça qu'il s'agit. Et les autres, je crois que quand vous voyez le très grand président Emmanuel Macron, qui avait juré la main sur le cœur, qui ne mettra jamais le pied dans un pays où un président a duré 90 ans, je crois, Paul Biya doit avoir 105 ans aujourd'hui, qu'un président qui a fait 40 ans au pouvoir, un président qui martyrise ses opposants, un président qui refuse de reconnaître que l'opposant a passé, il avait juré qu'il ne mettrait pas pied dans ce genre de pays, ma chère sœur. La principale victoire de la situation du Mali, c'est que nous traversions la Méditerranée en nage pour aller chez eux. Ils sont en train de faire le chemin retour. Mais est-ce qu'on va encore tomber dans le même piège quand ils se deviennent avec les bateaux pour ramasser tout et repartir? Il s'agit de dire à nos ministres de Finances, à nos ministres des Économies, laissez le frère venir, mais à condition qu'il sache, qu'il paye le juste prix, et que s'il ne peut pas payer, il y a d'autres personnes qui peuvent payer. Appelons la jeunesse africaine, que j'appelle la jeunesse malienne, à ne pas trop tomber dans les pièges de ce qu'on nous a dit dans Facebook. Ils se sont rendus compte que dans la mallette du président Emmanuel Macron venant en Afrique, en fait, Emmanuel Macron voulait faire sa première visite au Mali. C'est parce qu'Assimi Goïta avait dit, il ne va pas à l'aéroport. 2, il n'y aura pas de conférence de presse. 3, il le reçoit au palais assis. Le gars estimait que ce n'était pas de bon ton. Il a préféré annuler. L'Afrique bouge, le monde bouge. Il faut que nous jouions notre rôle. Concentrons-nous sur ça. Consolidons la lutte que vous avez commencée et à laquelle vous nous avez amené. Laissons les détails. On va les régler après. Merci pour cette intervention, ambassadeur François Bikoro. Alors, monsieur André Christelle Fanga, jusqu'à ce jour, beaucoup s'interrogent même sur le rôle de la Côte d'Ivoire, affirmant que le président ivoirien exécute juste les ordres. Partagez-vous cet avis ou alors quelle lecture faites-vous de la situation? Alors, vous n'allez, c'est un adage ivoirien dit le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Ah non, Abidjan, c'est plutôt un morceau de bois dans l'eau ne sera jamais caïman. Donc, vous n'allez pas demander à quelqu'un qui est un morceau de bois de devenir un caïman, même s'il est dans l'eau. Donc, vous n'allez pas demander à Alassane Dramane Ouattara de devenir un homme normal. C'est-à-dire quelqu'un qui aime la paix, qui aime les États libres, des États sans guerre, sans rébellion. Parce que quand nous parlons de ces choses, c'est en connaissance de cause du personnage. Première des choses, années 90-93 en Côte d'Ivoire, on force d'abord le vieux Houphouët de le nommer Premier ministre. Et quand il est Premier ministre, on fait tout pour qu'on change la Constitution, pour qu'on enlève dans les dispositions constitutionnelles que ce n'est plus le président de l'Assemblée nationale qui remplace le président de la République, mais c'est plutôt le Premier ministre. Manœuvre de qui? Alassane Dramane Ouattara. Heureusement, les Ivoiriens ont résisté en cette période-là. Finalement, Bédi a été maintenu. Il a encore manœuvré qu'il voulait être candidat à l'élection présidentielle. Bédi a sorti une carte, la carte de l'ivoirité. Ça fait ce que ça a fait. Il a trouvé que c'était trop long s'il utilisait les moyens diplomatiques, qu'il continuait à utiliser les moyens administratifs pour devenir président. Et les Ivoiriens ont sorti un très bon chant. On croyait qu'il souffrait il avait une maladie là. On lui a prescrit, on lui a donné premier ministériel. Ça ne l'a pas suffi. On lui a donné l'Assemblée nationale, ça ne l'a pas suffi, ça ne l'a pas guéri. On a trouvé enfin qu'il souffrait de candidature. Qu'il fallait absolument qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. En fait, il fallait devenir président de la Côte d'Ivoire. Il était obligé de prendre un petit garçon, un jeune Africain, l'envoyer en brousse, lui donner l'argent.
pour qu'ils prennent les armes à partir du Burkina Faso et viennent tuer les Ivoiriens. Je parle de Kimbafori Sorogio. Et d'ailleurs même, je ne sais pas dans quel cachet tu se trouves maintenant, nous le saluons quand même. Tu vois maintenant les conséquences. Parce que quand les sages vous conseillaient hier, que mes jeunes, ce que tu fais là ne va pas t'aider. Les militaires qui vont pour déstabiliser le Mali là, est-ce que ça va vous aider en quoi? Vous allez finir de déstabiliser le Mali et après, ça ne va pas vous rattraper. Allez demander à Sol Toussoul. Ils sont où aujourd'hui? Sol Toussoul en Côte d'Ivoire. Allez demander au commandant Ibé. Allez demander à tous ceux qui ont accompagné Alassane Dramane Ouattara dans la prise de pouvoir, où ils sont aujourd'hui. Ah, on allait demander au célèbre Ahmed Bakayoko d'autres tombes. Dans d'autres tombes. Il est sorti de ça. C'est toujours dans le même camp. Hein? C'est les mêmes gens qui ont subi. D'ailleurs même, une anecdote. Il paraît que le premier ministre, l'ancien premier ministre est décédé aujourd'hui. Monsieur avait giflé le président Laurent Koudou-Barbeau. Il dit pourquoi tu nous menaces au lieu de nous donner le pouvoir simplement à l'hôtel du Golfe. D'ailleurs, l'ambassadeur Bikorola a rappelé que l'hôtel du Golfe est encore vivant. C'est bien en Côte d'Ivoire. Et c'est bien situé, on connaît où c'est bien situé, où toutes les opérations se passaient. On se souvient. Donc, vous n'allez pas demander à quelqu'un qui n'a que vécu que dans la déstabilisation, même dans le domaine qu'il a appris à l'école. Son domaine n'était que de déstabiliser les États. Parce que, en économie, il nous a dit qu'il était le meilleur économiste. Comment il maîtrisait l'économie, comment il est ceci, il est cela. Il a conseillé 121 pays dans le monde. Les 121 pays sont tous dans la pauvreté. Quand même, quand tu viens conseiller les gens, c'est pour qu'ils sortent de leur situation difficile, de leur précarité. Qui nous cite un seul pays où il a fait sortir, que ce pays est devenu émergent. Il a donné les conseils en économie. La preuve en est notre petite Sonara qui essayait de marcher. Il est venu au Cameroun pour venir négocier qu'on privatise la Sonara. Partout où il est passé, c'est les déstabilisations. Déstabilisation économique, maintenant les déstabilisations politiques. C'est lui qui a envoyé l'assassin de Thomas Isidore Sankara avec son jet privé en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Ce n'est pas une insulte au Burkinabé que vous renvoyez l'assassin de leur leader charismatique, condamné, vous lui donnez un jet privé, un avion présidentiel qui le transporte, le dépose au Burkina Faso et l'attend et reprend encore, le ramène en Côte d'Ivoire. Non, c'est tuer Sankara plus une troisième ou quatrième ou une cinquième fois. Donc vous voyez que les germes de ce monsieur, c'est les germes de l'assassinat. C'est les germes de la déstabilisation. Dans ces chromosomes, ça a été conçu. Il y a un mélange, n'est-ce pas, de déstabilisation, un mélange de destruction dans ces chromosomes. Donc, ne soyons pas surpris que Alassane Dramane Ouattara envoie 49 mercenaires pour aller assassiner Assimi Goïta. Un morceau de bois a tant duré dans l'eau, il ne sera jamais caillement. Et c'est lui qui était derrière les sanctions contre le Mali. C'est lui qui est à la manœuvre dans la sous-région CEDEAO pour justement déstabiliser ces États. D'ailleurs, même dans son domaine qu'il aime le plus de prédilection, qu'il aime bien se vanter, n'est-ce pas? N'est-ce pas, il a dit que le franc CFA est une bonne monnaie. Il n'a pas dit ça à tout le monde ici. Quand les Bikoro passaient le temps à dire que c'est, voilà la servitude au-devant de nous ici, le franc CFA. On est venu nous dire que non, le franc CFA c'est une très grande monnaie. Vraiment, c'est un domaine que je maîtrise. L'économie, je l'ai apprise. Je connais la finance et tout et tout. Mais ce n'est pas le même Ouattara et le même Macron qui se sont retrouvés pour dire que le franc CFA est mort. Maintenant, on crée l'écho. Pourquoi vous changez alors la bonne monnaie pour une autre monnaie si elle fonctionnait? Donc vous voyez que c'est un champion de la duplicité, c'est un champion du vol, c'est un champion, c'est quand même dans un donneur de leçons incroyable. Hein? Il parle de démocratie, n'est-ce pas, que l'ordre constitutionnel doit régner au Mali. Troisième mandat. D'ailleurs, même citez-moi un seul mandat constitutionnel de M. Ouattara. Le premier mandat, il n'a pas, le premier mandat qu'il a obtenu, c'est par coup d'État. Deuxième,
Troisième, coup d'État constitutionnel. Alors, vous vous attendez à quoi? C'est les germes. Il ne peut que produire les choses de son espèce, de sa nature. Si vous voyez les avocats en bas d'un prunier, ça veut dire qu'il y a une pratique de sorcellerie quelque part. Donc ce n'est que normal qu'on puisse voir ces déstabilisations-là. Et le problème qu'on veut jouer aux aveugles, de ne pas voir d'où viennent les problèmes. Les Africains ont un problème avec un certain nombre de dirigeants. On a les problèmes avec les Ouattara, Macky Sall, Bazoum. C'est eux le problème de l'Afrique. Il faut que les populations prennent leurs responsabilités. On ne peut pas continuer à voir des gens malmener tout un peuple, manipuler, les déstabiliser, et on les acclame. Non, ce n'est plus possible. Autrefois, tu vécu dans la barbarie. Ça, c'est la partie B de l'hymne national du Cameroun. Autrefois, tu vécu dans la barbarie. Pourquoi il nous rappelle ça? Parce que au moins la barbarie les rappelait qu'ils font mal. On a vu leur barbarie en Mondiovision aller bombarder des États souverains. On a vu quand même, c'est incroyable qu'aujourd'hui la France soit célébrée. La France a déployé les hélicoptères avec des snipers en Côte d'Ivoire. On a tiré sur les populations sur le pont, sur un pont. Et c'est cette France que M. Alassane Dramane Ouattara obéit au doigt et à l'œil. Parce que la vérité, c'est qu'il n'est qu'un valet. Il n'est là qu'au service de l'impérialisme. Il est au service des colonisateurs. Il est au service de ceux qui veulent remettre le Mali dans une mauvaise posture. Mais l'Afrique avance, elle bouge, grâce justement à des hommes, à des femmes, à des personnalités qui ont compris que l'Afrique ne sera plus jamais couchée. L'Afrique aura la tête debout. Et je crois que le renversement de la carte de l'Afrique, parce qu'on a mis la tête en bas et les pieds en l'air. Quand vous regardez la carte de l'Afrique, elle doit être renversée. Parce qu'en fait, nous sommes debout pour redonner la dignité à cette Afrique-là. Merci, Monsieur André Christelle Fanga. Alors, Doyen Simondé, la médiation togolaise était la solution selon vous? Madame Catherine, je suis surpris que le pyromane éteigne le feu qu'il a eu. Le Togo, c'est quel pays? Vous imaginez le rôle du Togo dans les pays africains, c'est qu'ils ont joué comme rôle négatif? De toute façon, je voudrais rappeler une chose. Si vous voyez une tortue sur un mur, c'est qu'on l'a posée. Si vous voyez une tortue sur un mur, c'est qu'on l'a posée. La tortue ne grimpe pas. La plupart des gens que vous voyez déstabiliser les pays africains, ce sont des gens qui ont été mis là exprès pour déstabiliser les pays africains. La preuve, quand vous voyez un homme comme Alassane Ouattara qui gesticule pour la France, et vous voyez la bannière dont il est arrivé, ça veut dire qu'il est en acquaintance avec les gens qui ont mis là où il se trouve. Et rappelez-vous que les aigles ne volent pas avec les moineaux. Donc quand vous parlez du Togo, le Togo ne peut pas aller au Mali, parler fort au peuple malien. C'est pas possible. Attendez, le président togolais, c'est qui? Les gens qui se couchent pour que la France marche sur eux. Et vous voulez qu'ils aillent parler à un monsieur comme Assimi Goïta? Je suis désolé. C'est pas possible. Et vous savez, le papillon ignore qu'il est une chenille habillée. Le papillon ignore qu'il est une chenille habillée. Donc il faudrait que les gens connaissent exactement leur place en Afrique. Il y a des gens en Afrique qui n'ont pas leur place à la tête de certains États africains. On peut les citer, on les connaît. Parce qu'on voit comment ils fonctionnent. Ils ne fonctionnent pas pour l'intérêt des pays africains, ni pour l'intérêt des Africains. Ils sont là au service des autres, à leurs ordres, de sorte que quand ils toussent, ils s'enrhument. Et il y a des pays africains qui ont décidé qu'ils ne sont plus dans cette posture. Des marchepieds des pays occidentaux. Ce n'est plus possible. Et je dis encore, comme disait mon frère
l'ambassadeur, il faudrait que les gens sachent que le jour s'est levé. Il n'y a pas de nuit sans aube. Il n'y a pas d'aube sans la nuit. Il faut que les gens qui passent tout le temps à penser que l'Afrique est l'Afrique d'hier, qui se trompent. Parce que la plupart qui sont à la tête des États, ils ont été en classe pour apprendre à rester. Ils n'ont jamais été à l'école. Il est temps qu'ils aillent à l'école pour apprendre la réalité africaine, pour savoir dire exactement ce que les Africains attendent d'eux et qu'on regarde dans la même direction. Et je souhaite que la plupart des États africains fassent tout et tout quand arrive à la tête des pays africains, que des panafricanistes qui ont compris le sens de la lutte qu'on mène et qu'ils mettent ensemble une armée panafricaine qui va lutter pour les intérêts de toute l'Afrique et mettre hors d'état de nuit tous ces rebelles qui prétendument pensent qu'ils veulent servir l'Afrique, mais c'est plutôt les intérêts de l'Occident, parce que il est temps qu'on mette en place une véritable armée panafricaine qui doit sécuriser toutes les frontières de l'Afrique, sécuriser tous les pays africains, afin qu'on regarde dans la même gestion. Parce qu'en Occident, ils ont mis en place leur histoire qu'ils appellent l'OTAN, et c'est cette OTAN qui fout le bordel dans tous les pays africains. Et nous, on regarde, on ne dit rien. On ne s'arrange même pas pour mettre en place une véritable armée panafricaine. Je pense que la venue d'un monsieur comme Assimi Goïta à la tête du Mali, si jamais les pays frontaliers avec le Mali pouvaient s'entendre, je parle du Burkina, bon, on ne peut pas compter beaucoup sur un pays comme le Niger, mais on ne sait jamais, ils peuvent changer. On pouvait mettre en place quelque chose de sérieux pour pouvoir sécuriser les frontières africaines et mettre une véritable stabilité dans le pays africain, parce que c'est de ça qu'ils arrivent. On ne peut pas être là à s'entretuer pour les intérêts des autres, et pourtant on n'a rien à foutre là-dedans. Votre histoire des ministres maquillants au Mali, ils ont passé tout le temps à piller le sous-sol malien avec le concours de la France, de l'Angleterre, de tous les pays occidentaux. Et qu'est-ce que le Mali a tiré là-dedans? Rien du tout. Et au moment où le Mali prend ses responsabilités pour dire plus jamais ça, c'est tous ces mercenaires qui se mettent ensemble pour venir combattre le Mali. Non et non et non, ça ne va plus. On ne va plus accepter ça. Il faut que les Africains disent non pour une dernière fois et que plus jamais ça dans aucun pays africain, parce qu'il ne faut plus qu'on accepte que les Africains entre eux s'entretuent pour les intérêts des autres. Il est temps qu'on regarde dans la même direction et qu'on consolide une base solide, qu'on mette en place une véritable union africaine, pas celle que l'Occident a mis en place pour nous utiliser, pour nous diviser et pour nous entretuer, pour qu'on s'entretue entre nous. Il est temps qu'on mette un thème à cette histoire et qu'on regarde dans la même direction. Madame Kabel. Ambassadeur Dikoro, je vous renvoie la question. La médiation togolaise était la solution? Quand nous nous battons, c'est pour que chaque fois qu'on a quelques questions de divergence ou de convergence de points de vue, que cela se fasse entre les Africains. Donc prosaïquement, je peux vous dire, peut-être que les Africains viennent de comprendre que quand il y a une situation parmi nous, que la situation se règle entre nous. Mais je vous ai dit tout à l'heure que lorsque les Européens nous avaient dit que la démocratie, c'est quand trois personnes ne s'entendent pas dans le prix d'une bière dans un bar. Et on dit que le chef d'État doit s'arrêter, tout doit s'arrêter. Interrogeons-nous si ce membre de la CEDEAO qui avait accompagné la CEDEAO, je crois que c'est Alassane Dramane Ouattara qui était le président à l'époque, pour aller dire au peuple malien, en son temps, que vous montiez ou que vous descendiez, si vous ne faites pas le mandat de 3 mois, on coupe tout. Ça rejoint ce que nous disions dans votre une. Alassane Ouattara appelle à la libération de 49 mercenaires ivoiriens. En réalité, il y a cela 2 ou 3 ans. Même si c'était 1000 Ivoiriens qui arrivaient à Bamako, il n'y aurait eu aucun problème. Il n'y aurait eu aucun problème. Le problème, c'est que quand vous gérez une nation, un peuple, meurtri comme le peuple malien, quelle que soit votre volonté, si le président Assimi Goïta explique demain que les Ivoiriens sont redevenus, le peuple malien va lui demander, mais de quoi s'agit-il? Donc les soldats n'ont pas un problème. Mais c'est le contexte. Le contexte dans lequel les soldats arrivent. Le gars vous dit, je ne veux pas la France s'en va. La France vous dit, bon, échelonnons le départ. Il dit, je vous ai dit de partir. J'ai déjà un nouveau partenaire qui s'appelle la Russie. Et la Russie est un pays européen.
Pourquoi les cousins veulent nous amener dans des choses qui ne nous concernent pas? Vraiment, je ne comprends pas. On a tellement de problèmes qu'il ne faut pas que chaque fois que deux Européens tous, ils viennent nous prendre au secours pour qu'on aille faire choisir à gauche ou choisir à droite. Ils n'ont même pas été malins de constater que dans leur machin qu'ils appellent Nations Unies, c'était un avertissement. Hein? Des États africains ont dit, nous ne sommes plus avec vous. Des États africains, en plein 2022, ont dit, nous ne sommes plus là. Vous allez attaquer la Russie, il faut qu'on vienne. Vous allez attaquer la Syrie, il faut qu'on vienne. Terminé. Et le poteau rose a été découvert. Les Européens ne travaillent que pour eux. C'est pour ça que je dis, logiquement, le président togolais doit être le bienvenu dans le cadre d'un pays de la CEDEAO, qui d'ailleurs vient d'ouvrir la manne du blé et du pétrole et du gaz russe à l'ensemble de la CEDEAO, parce que ça on ne vous a pas dit. C'est ça que le président, le grand président Macky Sall est allé négocier en Russie. Nous on n'a pas fait comme les Européens. Il a dit mon frère, mon frère, mon frère, tant que nous ne sommes pas prêts, libère le blé pour tout le monde, libère le gaz. Nous les Africains c'est l'humanité. Macky Sall aurait pu dire envoie-moi ma part, je rentre avec. Il a dit pardon Poutine, on a déjà compris. C'est toi le grand. Les gens là venaient nous tromper, c'est qu'ils sont. On a déjà vu vraiment, mais le problème c'est que les embargos dont les Européens ont fait contre vous, vous ont rendu fort. Si vous ajoutez cet embargo sur nous, puisque nous passons encore derrière les Européens, envoie-nous le blé, envoie-nous le gaz, envoie-nous le pétrole. Envoie à tout le monde entier, puisque nous sommes liés et interpénétrés. Poutine lui a dit, mon frère, chaque fois que tu auras un Européen devant toi, regarde ses yeux. Le foloré, c'est pas le sang. Le foloré, c'est pas le sang. Chaque fois qu'un Européen est devant toi, il te dit je suis beau, je suis bien. Regarde ses yeux. Donc, prosaïquement, je crois qu'on n'aurait pas pu avoir mieux, sauf si vous voulez que les Maliens viennent de chasser l'aménagement, les Maliens chassent l'Union européenne, les Maliens chassent Barkhane, les Maliens chassent tout ce que vous. Et vous voulez donc que quand il a fini de chasser tout le monde, qui lui reste? C'est les Africains. Nous savons régler le problème sous l'arbre. Qui le croit que Laurent Kourou Gbagbo, l'homme qui avait porté la main pour bombarder le palais dans lequel il vivait, que dans ce même palais il sortira en train de rire et de boire? C'est ça l'Africain. C'est ça l'Africain. Et le président togolais sait mieux que quiconque ce que veut dire prendre le pouvoir et être incompris par les autres. C'est un exemplaire. Parce que quand lui-même entrait là-bas, cette CEDEAO avait dit la même chose. La CEDEAO qui l'avait accompagné, on a dit la même chose quand il a pris le pouvoir de son père. C'était le bon moment où on disait que l'office ne doit pas remplacer. Et nous, on était même surpris par le silence. Le silence du professeur ce jour-là sur la situation de ce jeune président. Non, en Afrique, c'est le fils qui remplace le père. Non, ne tombe pas dans le pied des histoires où on vous raconte que le fils. Non, mais je dis que quand quelqu'un vous proclame dans la Bible qu'on te gifle à gauche, donne à droite, il faut que quand lui-même il est giflé, qu'il donne l'exemple. Je pense, ma chère sœur, personne ne vous avait demandé, il y a cela 15 ans, de parler des problèmes africains. Je parle sous le contrôle du pasteur et du patriarche. Nous avons des gros doctorats dans nos poches là. On a ma fille, les gens que tu vois sur cette table, on a les doctorats. On aurait pu se comporter comme tous les frères qui mentent au nom du colon, qui volent au lieu de manger, même avec ses frères, il va déposer chez le colon. On l'envoie même chez le colon. Allez apprendre à lire le bois au bois. Quand il revient chez nous, il a le fer à main, il veut lire le bois au fer. Le fer rouille. Mais il avait oublié que la maison qu'il va construire, et le tour qu'il lui a vendu le fer,
Et lui-même, vous trouverez dans la même maison. D'où le voyage de mon petit frère. Parce qu'il vient dire, nous sommes ensemble. Mais ce qui est gênant, c'est lorsque tu as déjà présenté à la fin du monde que nous voulons avoir des partenaires qui nous respectent, des partenaires qui nous écoutent. Et puis voir qu'entre vous, Africains, vous ne vous écoutez pas. Mettons le président togolais dos au mur. Ne jugeons pas. Ne jugeons pas. L'Africain ne peut pas dire un matin que le paradis est moins rempli que l'enfer. Quand on voit le nombre de démons qu'il y a sur terre, l'enfer doit être vide. C'est le paradis qui est rempli. Voilà le frère qui vient de voir que la CEDEAO qui l'avait accompagné pour aller crucifier, parce que les petites pressions qu'on met sur nos chefs d'État, je vous avais dit ici que Afrique médiale et panafricaine, nous sommes nés parce que chaque fois qu'un occidental dit que tel président est mauvais, c'est que c'est un président qui vient de se libérer. On n'a pas les mêmes critères de convergence. Comment aimer nos chefs d'État? Nous refusons ça. Nous ne jugeons pas nos chefs d'État par avance. Parce que pour juger dorénavant un chef d'État africain, il faut accompagner le chef d'État africain pendant son magistère. Nous devons accompagner Assimi Ngota. Et nous avons des chefs d'État qui sont encore nos représentants. C'est pour cela que nous acceptons qu'ils aillent parler. Ils sont d'ailleurs de la même génération. Quand j'ai commencé l'affaire de génération, vous n'avez pas su pourquoi j'allais. Fort est de la même génération qu'Assimi Ngota. Fort est de la même génération qu'Assimi Ngota. Les chefs d'État qui sont là-bas, ils sont des gars qui s'appellent, qui sont de la même génération, qui comprennent mieux les aspirations populaires du moment. Accompagnons Fort. Donnons-lui le mandat. Et voyons s'il va respecter le mandat comme le président sénégalais a respecté le mandat de l'Union africaine à Malabo. Ils ont infiltré quelque chose à Malabo. Réfléchir sur comment ne plus avoir le coup d'État d'Afrique. Mon Dieu! C'est une distraction. Donc je pense qu'il faut plutôt, les émissions qui suivent, commencer à donner la feuille de route au président Fort pour lui dire, voilà le type de langage qu'on accepte maintenant à Bamako. Je vous ai dit, pour les soldats ivoiriens, c'était impossible. Parce qu'ils venaient dans le cadre de la MINUS, quoi. MINUS Mao, MINUS, je ne sais pas de quoi il s'agit. Le type vous dit partez. Maintenant, on est déjà arrivé à un aggiornamento. Le type a dit, je fais encore, je crois, 18 mois, non? On règle les choses. Si la situation se met en place, on lâche. Or, si le président togolais échoue, si les soldats ivoiriens insistent à rester au sein du territoire malien, le deadline donné par Assimi Ngota n'aura pas de valeur. Parce que ce deadline est conditionné par le retour à la sérénité, à la paix et à la sécurité dans son pays. Or, la paix n'est pas que militaire. La paix est psychologique. Ils sont venus à 5, ils n'ont pas réussi. Tentons maintenant un à un, parce qu'au sein de la CEDEAO, il y a les frères, il y a les amis. Vous avez vu qu'avec le changement même des présidents de la CEDEAO, en exil de la CEDEAO, beaucoup de choses ont changé. Il n'y a pas de bellicité entre les États africains. Ce n'est pas le moment. Donc ne doutons pas de nos présidents. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on doit commencer à juger les présidents maintenant quand vous avez participé au travail et au mandat du président. Le temps où on vous disait que votre femme n'accouche pas, c'est à cause du président de la République, est terminé. Le temps où on vous disait, vous voyez, on s'est rendu à l'évidence. Quand on disait ici, en 2008, la guerre de la faim, c'était la première guerre du blé et du pétrole. Ils ont couvert ça par la guerre de la faim. Qui a intérêt à ce que, au moment où les Africains se remettent en selle, qu'on veuille encore créer une discontinuité de paroles? Laissons les Africains sous l'arbre. C'est des adultes, allons les retrouver et aidons-les à se remettre en selle. Ce sont des Africains, ce n'est pas des Maliens, ce n'est pas des Togolais, ce n'est pas des Ivoiriens. Il peut arriver que les chefs aient des petites pressions dont nous savons tous, mais n'allons pas faire comme si on ne le sait pas. Donc je crois que je suis d'avis que les questions africaines commencent à se régler entre Africains. Le président togolais est un natif de la CEDEAO. Il sait toutes les péripéties et tous les problèmes qui ont été posés par son frère de même âge, Assimi Ngota. Et ce n'est pas un hasard. On sait qu'il s'appelle chaque jour. Il s'échange beaucoup de choses.
il est dos au mur, il sait que s'il échoue là-bas, ce dont a peur les Occidentaux, un effet boomerang dans tous les pays, ça peut aussi arriver au Togo. Et je termine par là. Merci pour cette intervention. Alors, en quelques mots, M. Samia Youmbi, une résolution pacifique de la situation garantit-elle la fin de tel incident? Oui, Madame Céleste Capen, vous savez, comme vient de dire mon co-panéliste, l'arbre à palabre en Afrique a toujours été très génial et c'est un génie africain de nos savants africains, né peut-être au Mali, l'âge des Mandins, qui a toujours été celle-là, de s'asseoir autour de tout problème pour trouver une solution. Et aujourd'hui, l'exemple qui se passe au Mali, dont le Togo s'amène pour essayer de trouver une relation d'apaisement, d'entente entre le Mali et la Côte d'Ivoire, n'est que salutaire et démontre aussi aux yeux des Occidentaux, pour leur dire prochainement, vivez en direct qu'en cas de flagrant délit de 49 mercenaires dans un pays, ils méritent la cour martiale. Mais entre nous les Africains, nous vous interpellons, nous n'avons plus besoin de vos bombes en Afrique, que ce soit la fin. Car nous allons remettre sur la table tous les traités dont l'Union africaine a avec l'Union européenne et avec les traités internationaux. Donc, l'Afrique a sur la table pour pouvoir trouver de nous-mêmes les solutions qui pourront nous arranger, des solutions d'apaisement, des solutions de développement, des solutions de sécurité, des solutions d'émergence dont aujourd'hui nous faisons face grâce à la dynamique de cette nouvelle génération, de ces jeunes chefs d'État qui font face aujourd'hui avec cette mondialisation telle que le libre développement et le libre accord, libre partenariat avec le monde, les pays du monde sont une priorité. Donc la médiation qui se passe aujourd'hui avec le Togo, nous la jeunesse panafricaine et cette jeunesse multipolaire telle que nous sommes aujourd'hui, même ces jeunes et Européens doivent en tirer des leçons, de comprendre qu'à une situation pareille, les Africains, la jeunesse, elle est en train de trouver des voies et moyens pacifiquement, parce que s'il fallait revenir 100 ans en arrière, 100 mercenaires arrêtés en Allemagne, venus de la France, il y a une guerre qui serait déclenchée. Donc aujourd'hui, en Afrique, 100 mercenaires arrivés, malheureusement, pour déstabiliser, voilà un pays qui aujourd'hui accepte déjà la présence d'un négociateur et nous disons bravo à nous-mêmes, jeunesse africaine, que nous avons cette maturité et ce grand sens de responsabilité pour pouvoir protéger nos intérêts, protéger les vies humaines, protéger les biens des personnes et protéger les relations qui nous lient. Car nous sommes tous bantous, nous ne pouvons pas nous mettre dans ce jeu dont l'Occident voudrait quelque part nous voir nous tirailler, nous voir tirer sur nous et pour pouvoir finir par conclure dans leurs livres d'histoire qu'ils sont des animaux. Non, nous sommes ceux-là, des descendants de la démocratie, nous sommes ceux-là, descendants de... Comment s'appelle encore le grand chef malien de ce grand malien Modibo Keïta. Nous sommes ces descendants-là pour pouvoir dire aujourd'hui, nous avons sur la table l'exemple à partager et une vision à échanger avec le monde occidental pour leur dire aujourd'hui, nous sommes fiers que la réussite de cette médiation, qu'il y ait une issue favorable, mais nous avons déjà pris acte de voir que M. Alassane Ouattara a fait un faux jeu et nous l'avons surpris en flagrant délit et le président malien
le dénonce et aujourd'hui prend à témoin cette jeunesse africaine dont nous implorons donc tout simplement qu'il soit apaisé, de savoir que nous sommes tous témoins et que la médiation du président togolais soit avec succès et que le peuple ivoirien que nous voulons interpeller ici. Les panélistes n'ont rien avec M. Alassane Ouattara, personne. Mais les Africains, nous avons un problème avec de la manière dont se comporte le représentant des institutions ivoiriennes en place aujourd'hui, qui est représenté par son excellence M. Alassane Ouattara, dont nous voulons bien que malgré tout ce qui se dit bas, et que tout ce qui se dira plus haut, qu'il puisse reconnaître son tort personnellement, dans sa mémoire, dans son âme, de savoir qu'aujourd'hui, en ce 21e siècle, nous ne voulons plus ceux qui vont collaborer pour déstabiliser un pays voisin, un pays frère, ceux qui vont collaborer pour pouvoir quelque part aliéner encore l'Afrique, quand nous avons tout ce potentiel en qualité de ressources humaines que nous sommes aujourd'hui en tant qu'un pays où la laïcité n'est qu'une base pour le vivre ensemble africain. Voilà comment cette médiation va nous renforcer encore et à dire à ceux bases militaires qui sont dans le Sahel, qui n'auront plus de place là-bas, parce que nous allons entendre tous les pays du Sahel aujourd'hui remettre sur pied ce que le maréchal Idno avec toute l'intuition de mettre le G5 Sahel avant que la France ne vienne s'accaparer, de dire, même ces bases militaires, vous allez partir et nous allons mettre une armée, remettre sur pied une armée où le Mali reviendra dans ce G5 Sahel pour que la médiation entre nous puisse nous garantir une sécurité. Donc nous souhaitons, nous louons tout simplement qu'il y ait à la fin de cette médiation un apaisement qui va continuer pour pouvoir démanteler même cette base où ces armées étrangères sont sur le triangle du Sahel, qui puissent partir parce que nous allons nous-mêmes prendre en charge notre sécurité dans la paix, dans l'entente et pour mettre en déroute ces terroristes. Chers invités, mesdames, messieurs, c'est ici que nous refermons cette première thématique.